Avant-hier, on est resté toute la nuit à attendre l'eau qui n'est pas venue. Donc hier, toute la journée, on était obligé d'acheter de l'eau ou bien d'aller faire des kilomètres pour avoir de l'eau. Ces habitants de Djamalaï 3, très remontés contre leur maire Abdoulaye Diouf Sarr, profèrent des menaces. Abdoulaye Diouf Sarr, parce que quand il faisait sa politique, il est venu ici, il nous a promis qu'il va régler le problème de l'eau. Et malheureusement, jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Ils promettent aussi de ne plus payer leurs factures d'eau et interpellent les autorités. Et là, on nous fait payer des factures. Tout le temps, tu es obligé de payer des factures. Parce que là aussi, si tu ne payes pas les factures, on te coupe l'eau. Nous interpellons la SDE, nous n'allons plus payer nos factures s'il n'y a pas de solution. Le manque d'eau perdure dans certains quartiers de Dakar. Les habitants continuent de crier leur ras-le-bol et veulent une solution définitive. Et la rentrée scolaire hypothéquée plutôt dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao, l'école élémentaire publique Sam complètement envahie par les eaux et les chiens errants. Les salles de classe sont impraticables. La directrice de l'école interpelle le ministre de l'Éducation. Voici Aminata Thiam, directrice donc de l'école Sam au micro de Théodore Semedo. On se retrouve avec des cotes à plus de 80 élèves. Le malheur, c'est que c'est la seule école publique donc, qui polarise tous les quartiers. Donc, pour vous dire qu'il y a une grande déperdition scolaire dans la zone. Depuis presque 10 ans, vous pensez ce qui peut arriver, les bâtiments peuvent s'effondrer d'un moment à l'autre. Et ça, c'est ça le réel danger. Et je pense qu'il est grand temps que les autorités, en l'occurrence le ministre de l'Éducation nationale, qu'ils viennent à l'école pour voir de visu les conditions dans lesquelles nous sommes avec les enfants. Parce que quand on parle d'école, il faut avant tout de la salubrité et la sécurité. Ça, c'est la moindre des choses. Mais ici, nous n'avons ni sécurité, ni salubrité. Donc, ça veut dire que nous sommes permanemment en danger. L'école aussi est laissée à tout venant, parce qu'il y a les chiens errants. Il y a aussi des malfaiteurs qui passent la nuit ici. Donc c'est un refuge de toxicomanes. Et puis, pèlerinage 2014, l'étape du Koulouziar à Médine ce lundi. La visite des mosquées historiques donc de cette ville symbolique de l'islam qui a accueilli les pèlerins sénégalais de la Mecque Adjaratou Bitimbou pour El Hadji Salou Bey. Les pèlerins sénégalais arrivés il y a quelques jours à Médine ont finalement effectué le Koulouziar. Ils ont d'abord visité la mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Notre Koulouziar qui a débuté par Uhud. On s'est rendu ensuite à Masjidul Hiblateini. On a également visité Masjidul Khuba. Mais auparavant, chaque pèlerin avait individuellement visiter Masjidul Nabi, qui est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi vraiment ces élus être là à la Mecque et d'accomplir ce pèlerinage. Aussi, bon, prier pour ces valeurs qui sont tombées sur le champ de bataille. Je dis que Dieu exauce nos prières. Et voilà, on a fait Koulouziar, on a fait Masjidul Qiblatain, on a fait le Uhud aussi. Alhamdulillah. Ces pèlerins n'ont pas manqué également de signaler les couacs notés dans l'organisation du pèlerinage de cette année. Déjà à la convocation, on a eu 3 jours de retard. Donc on est arrivé à Médine, on a mis presque 3 ou 4 heures de temps à retrouver nos chambres. Comme je disais, certains n'ont pas pu avoir leur chambre, sinon très tardivement. Et un problème par rapport à l'alimentation. Non, cela n'a pas été respecté, ce qui fait que certains ont eu du mal à se nourrir. Donc ils ont pu finalement compenser ce déficit par un ristourne de quelques réals, disons, pour les 3 journées. Vraiment, bi ñu ñëwee nekk Léopold Sédar Senghor chaque jour ñu ñëw di daw ci sunu ay passeport mënuñu koo am. bu nu ñëwee duñu jox sax renseignement yoo xam renseignement yu leer la daw nañ cee daw ba finalement ñu jot ko
bi ñu ko jotee tam wax dëgg yàlla pour tamit embarquement bi amoon na problème parce que convoqué nañu tey ñu fa ba yenn heure yi te vraiment loolu nekkoon na loo xam lu métti woon nag vraiment ci ujaaj yi la sonnoon nañ trop nag ñu egg si Médine bi ñu ñëwee dalal nañu vraiment foofu tam dalal nañu dugal nañu ci chambre yi vraiment ça s'est bien passé mais nag bi ñu fi ñëwee dañ ñu waxoon ni dañuy jox repas di ñu mais nag gisuñu finalement nag waaw joxuñu ñu vraiment chaque jour ñu di jox suñu repas defuñu loolu mais nag j'ai vu que tey aussi woo nañu femme bu nekk mu ñëw ak képp koo xam ne bokk nga ci vol yi ñu daal di lay jox 90 rials bien que ne dépensé nañ lu ëpp loolu. C'était un calvaire. Subhanallah, on a passé une nuit vraiment qu'on ne pourra pas oublier quand même. On nous a convoqués à 22h et alors on est resté là-bas jusqu'à 4h du matin pour embarquer et faire les enregistrements à 7h. On a embarqué à 7h, alors c'était trop dur. Il y a énormément d'efforts à faire par rapport à l'organisation. Donc il y a eu certes de bonnes choses, mais il y a eu beaucoup de couacs. Mais tout compte fait, nous on se focalise sur l'essentiel. On sait que c'est une œuvre humaine, elle ne peut pas être parfaite. Donc nous demanderons à l'État de faire encore plus d'efforts dans l'organisation, dans la communication. La commission n'a qu'à revoir quand même pour les troisième âge, parce que c'est fatigue franchement. Ouais. Et puis une meilleure organisation aussi. Nous devons organiser, respecter les gens, vraiment. Parce que les gens qui sont venus, ne da nga wara dem aji Makka def li nga wara def yépp ñëw boo ñëwee renseignement bu leer doo ko am duñ la wax réellement li nekk ci problème bi ngay daw di daw ba finalement bala ngay dem da ngay sax feebar defe naa ujaaj yépp ci aéroport yi koo ci gis da nga naan sa kii dafa am lu ko dal. Toutefois, ils espèrent une amélioration avec l'étape de la Mecque. C'était Adjaratou Betty Mboup et El Hadj Saliou Bey depuis Médinatoul Mounawara pour la radio-télévision Walfadjri. Merci à vous, Adjaratou Betty Mboup et El Hadji Saliou Bey. Et nous passons à notre reportage du jour qui porte sur la vente de couteaux, une activité à double tranchant. Les vendeurs qui font de bonnes affaires chaque année, même si ce n'est pas encore le cas, menacent la sécurité des citoyens. Un reportage de Amadou Limbay. La vente de couteaux, une activité qui revient en cette veille de Tabaski. Toutefois, les clients se font désirer. Pour l'heure, le commerce ne marche pas. Peut-être d'ici les 72 heures avant la Tabaski, les clients vont venir. Nous sommes juste là pour exposer. Pour le moment, il n'y en a pas encore. Mais peut-être les derniers jours qui vont venir, ça va bientôt, ça va beaucoup marcher, Inch'Allah. Nous attendons les clients. Ça ne coûte pas cher, 500, 1000 francs, ça dépend des couteaux. Cette femme rencontrée au marché invoque l'insécurité liée à cette vente. Ce n'est pas sûr. Et je pense que la vente des couteaux doit se faire dans les magasins plutôt que dans la rue, car de nos jours, les gens ne tolèrent rien du tout. Les vendeurs disent prendre toutes les précautions nécessaires. On a pris toutes nos précautions. Si quelqu'un achète, on prend un papier, on l'emballe et on le donne. Nous avons pris toutes nos précautions. Moi qui vous parle, je ne bouge pas et je reste très vigilant en cas de problème. Parfois même, je refuse de vendre à certaines personnes à cause de leur comportement. Pour l'heure, les ménages sont préoccupés par le mouton qui vient avant le couteau, ce qui fait que les vendeurs de couteaux tardent à attiser l'appétit chez les consommateurs. Merci à vous, Amadou Limbay. Le Pitazita des champs de course et l'avenue Ponty indisposent plus que jamais les tabliers. Ces commerçants dénoncent les conditions désastreuses dans lesquelles ils sont installés et menacent de quitter ces sites de recasement pour retourner à Sandaga. La mairie de Dakar, sur le pied de guerre, s'y oppose et compte faire face. Un dossier signé Mam Antandour. Voir des clients faire leurs courses au champ de course se présente très rarement aux yeux des tabliers installés dans ce site de recasement. Leurs camarades, basés sur l'avenue Ponty, expriment la même et sempiternelle désolation. Conséquence, nombre de tabliers quittent ces nouveaux sites de recasement.
Environ 150 tabliers de l'avenue Ponty ont plié bagages selon les commerçants installés. Certains tabliers ont fait faillite et sont retournés au bercail. Ceux qui sont retournés dans la rue, la mairie a confisqué leurs marchandises. Ils nous ont fait quitter Centenaire pour nous installer dans ce trou. Face à cette situation, la mairie de Dakar dégage toutes ses responsabilités. À leurs risques et périls, déclare Pape Ibrahim Mandao, responsable des halles et marchés de la ville de Dakar. Effectivement, qui ont l'intention de retourner dans la rue, ce que nous n'accepterons pas. Maintenant, à ces gens-là qui ont quitté les sites, je dis que c'est à leur risque et péril parce qu'on leur a octroyé les places gratuitement après un recensement. Maintenant, toute personne qui prend la responsabilité de quitter l'emplacement qui lui a été attribué le fait à ses risques et périls parce que la première chose, c'est que la place sera réattribuée à une autre personne et on n'acceptera pas qu'il s'installe dans la rue. Écœurés et ne pouvant plus mener leurs activités à bien dans les conditions insalubres notées dans ces différents sites, ces tabliers menacent de retourner dans la rue. Regardez l'état dégradant de ce site. C'est anormal. Après la pluie, nous passons toute la journée dans cette eau isée. Nous ne pouvons même plus vendre. La canalisation est mal faite. L'eau de la pluie est stagnante. Elle freine nos activités. On dirait un lac. Cette situation est invivable. Si nous ne sommes pas pris en compte, nous allons retourner à Sandaga. S'il le faut, nous allons risquer notre vie et aller sur le terrain. À Sandaga, nous étions à l'aise dans de bonnes conditions. Puis et mis le marché en feu. De grâce qu'il nous installe sur un marché digne de son nom. Hors de question, rétorque la mairie de Dakar. Certes, des manquements sont notés dans ces sites. Cependant, ces tabliers et marchands ambulants n'ont qu'à prendre leur mal en patience. Propos de l'autorité municipale. Qu'ils n'ont qu'à mettre de l'eau dans leur vin parce qu'on n'acceptera pas. C'est impossible. Ils ne retourneront pas dans la rue. Il y a des sites provisoires, ils n'ont qu'à y rester en attendant la finition des travaux de Félix Eboué, qui certainement dans 2-3 mois sera livré et on va commencer le recasement définitif. Des affrontements entre marchands ambulants et agents de la mairie de Dakar ont eu lieu tout dernièrement lors des opérations de déguerpissement à Sandaga et sur les allées du Centenaire. Ivres de colère, ces tabliers réclament des sites accessibles et adaptés pour les recevoir. La municipalité de Dakar, interpellée, soutient être en phase avec les délégués des tabliers et ambulants. Merci Maman Tandour et nous passons à la page internationale dominée par la comparution de Charles Blé Goudé devant la CPI ce lundi. En Afghanistan, Ashraf Ghani a prêté serment en tant que président de la République. Et enfin, à Hong Kong, le calme est revenu après une nuit de tension. Synthèse de Seynabou Ndiaye. Nous démarrons cette page internationale en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé devant la CPI pour tenter d'échapper à un procès. L'ex-bras droit du président ivoirien déchu Laurent Gbagbo comparé à partir de ce lundi devant la Cour pénale internationale afin de déterminer s'il doit être poursuivi pour crime contre l'humanité. Maman Tsandour. L'ancien bras droit du président ivoirien déchu Laurent Gbagbo comparé devant la CPI pour déterminer s'il doit être jugé pour des meurtres, viols et autres crimes contre l'humanité. L'ex-chef des Jeunes Patriotes, un mouvement pro-Gbagbo,
Bongo, extrêmement violent, est considéré par l'accusation comme l'un de ceux qui ont le plus contribué aux violences durant la crise post-électorale de décembre 2010-avril 2011 en Côte d'Ivoire, ayant fait plus de 3000 morts. Lors de cette audience de confirmation des charges, le procureur Fatou Bensouda devra convaincre les juges que les éléments de preuve qu'elle a récoltés sont assez solides pour justifier un procès. Charles Blé Goudé s'adressera quant à lui ce jeudi après-midi aux juges qui auront ensuite 60 jours pour rendre leur décision. L'économiste Ashraf Ghani a prêté serment ce lundi en tant que président de l'Afghanistan lors d'une cérémonie officielle à Kaboul. À 65 ans, il succède à Hamid Karzai, seul homme à avoir dirigé le pays depuis la chute des talibans fin 2001. Les détails avec Ousmane Sen. Je promets devant Dieu que je vais obéir et soutenir la sainte religion de l'islam. Je vais respecter la constitution et les lois et les mettre en œuvre, a déclaré Ashraf Ghani ce lundi 29 septembre lors de sa prestation de serment au cours d'une cérémonie spéciale à Kaboul. Cette transition démocratique, la première de l'histoire de l'Afghanistan, met officiellement fin à 3 mois d'une crise politique sur les résultats de l'élection qui a fragilisé davantage le pays. Ashraf Ghani et son rival Abdullah revendiquaient tous les deux la victoire lors du second tour de la présidentielle du 14 juin dernier, marqué par des fraudes massives. Ashraf Ghani concentre ses appuis chez les Pashtuns du sud et Abdullah chez les Tadjiks du nord, ce qui faisait craindre un embrasement, voire la partition de facto de l'Afghanistan. Et pour finir, à Hong Kong, le calme semble être revenu ce lundi après une nuit de tension. Néanmoins, des milliers de manifestants pro-démocratie occupent toujours plusieurs quartiers de la ville. Awa Diop Ndiaye. Motif de la contestation, la décision de Pékin de faire une sorte de présélection des candidats habilités à se présenter aux prochaines élections générales en 2017. Pas question, estiment les manifestants qui réclament un scrutin entièrement libre. Ce lundi, le gouvernement de Hong Kong semble vouloir apaiser la situation. Il a annoncé le retrait de la police anti-émeute tout en appelant à la fin des manifestations. Cela fait plusieurs semaines que les militants pro-démocratie s'activent dans l'ancienne colonie britannique. Leur mobilisation s'est accélérée ces derniers jours, notamment ce week-end. La nuit dernière, les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour tenter de disperser la foule. Ces heures auraient fait une quarantaine de blessés. La police a procédé à plusieurs dizaines d'arrestations. C'en est tout pour la page consacrée à l'actualité internationale. Place au sport avec Cheikh Tidiane au coach. Bonjour. Cheikh Tidiane, nous démarrons avec du football, championnat d'Angleterre, derby des Sénégalais dans la première ligue entre Papis Demba Cissé et Mame Biram Diouf. Oui, effectivement, Aram Ndiaye, ça n'arrive pas souvent. Deux Sénégalais qui s'affrontent dans le championnat d'Angleterre. Et sachez que pour vous dire tout simplement, oui, comme je venais de le dire tout à l'heure, ça n'arrive pas souvent de voir vraiment deux Sénégalais s'affronter dans le championnat anglais, mais c'est chose faite cette saison. Et aujourd'hui, à 19h, Stoke City reçoit le Newcastle. Donc, c'est Mame Biram Diouf contre Papis Demba Cissé. Un match, c'est un avant-goût de la concurrence dans la tanière avant cette double confrontation Sénégal-Tunisie du 10 octobre et Tunisie-Sénégal du 15 octobre prochain. Et donc, comme vous le savez, Papis Demba Cissé a réalisé vraiment un retour gagnant, tout simplement en marquant 2 buts lors du week-end dernier et qui a permis à son équipe vraiment de faire match nul. Et quant à Mame Biram Diouf, depuis le début de la saison, est en train de s'illustrer en marquant des buts pour Stoke City. Donc un match intéressant cet après-midi à 19h.
Football Sénégal-Tunisie, le ministre des Sports mobilise depuis Tamba. Oui, venu présider la finale des phases nationales à Tamba, le ministre des Sports a profité de cette occasion pour appeler les Sénégalais à se mobiliser massivement pour battre la Tunisie le 10 octobre prochain. Reportage signé Alassane Diallo. C'est ça le football sénégalais. Et je pense que quand on continuera dans cette dynamique-là, quand on sera ensemble, quand on se donnera la main, la fédération est représentée, l'ensemble fera un sport performant du Sénégal et aussi on aura de très bonnes équipes et nous aurons participé à l'encadrement de la jeunesse sénégalaise et nous avons en tout cas aujourd'hui été très fiers de voir des jeunes Sénégalais jouer avec cette qualité de jeu et cette rigueur et cette volonté. Je suis sûr que le football sénégalais sera beaucoup plus performant et c'est l'occasion d'appeler le peuple sénégalais parce que nous avons un match le 10 contre la Tunisie. C'est la même solidarité et la même mobilisation contre l'Égypte qu'on demande au peuple sénégalais. Et je suis sûr que quand on le fera, nous allons battre la Tunisie ici et nous irons aussi en Tunisie pour rentrer avec une belle victoire. Nous sommes dans cette dynamique-là et nous prions pour que ça continue et que pour que le sport sénégalais puisse aller de l'avant. Et puis Navétane, phase nationale, l'ASC Ufragel accueilli en grande pompe à Kaolack après son titre de champion. Oui, effectivement, Ramdiaï, l'ASC Ufragel de Kaolack, sacré champion national du championnat populaire, plus connu sous l'appellation Navétane, a été accueilli en grande pompe dans le Saloum. Une coupe qui met fin à 15 ans de disette de la part des équipes de Kaolack. Reportage signé Mamadou Makhtar Sarr. Nouvelle championne nationale du championnat populaire communément appelé Navétane, l'ASC Ufragel de la zone 4 de l'ODCAV de Kaolack a reçu ce dimanche un accueil chaleureux de la part des populations du Saloum. L'impressionnant cortège a défilé dans les rues de la commune avec le trophée acquis au bout du suspense face à l'ASC Penki de Louga. Cette équipe, comme vous le savez, vient de gagner la coupe de la 21e édition du championnat national. Et ceci, depuis 2000, Kaolack n'a pas pu gagner cette coupe-là. Donc c'est une fierté pour nous, pour les jeunes de Ufragel, pour cet honneur qu'ils ont amené ici pour la population de Kaolack. Je les félicite et je félicite tout l'encadrement pour la hargne avec laquelle ils se sont battus pour gagner cette coupe. C'était pas évident parce que 120 minutes, c'était pas évident avec toute la chaleur ici à Tambacounda. Toutes nos félicitations encore une fois et tous nos encouragements pour cette équipe. Et nous nous engageons ici pour leur dire que nous allons les accompagner. Nous allons les accompagner, Inch'Allah. Ufragel, la troisième équipe de la capitale du Saloum, a remporté cette coupe après l'ASC Barada, Manko et Ufan de Ndangan a mis un terme à 15 années de disette de la Saloum. Certains observateurs espèrent un déclic pour le football régional qui continue de végéter en division inférieure. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Merci à vous, Mamadou Makhtar Sarr. Et puis, chers Tidiane, nous terminons avec du basket. Tournoi monté en première division, les choses se clarifient. Oui, effectivement. Et en garçon, à l'issue de la 5e journée jouée ce matin, 3 équipes, Dieuppeul Basket Club, Louga Excellence et CFAC de Thiès se disputent l'unique ticket des demi-finales. Ce matin, les Lougatois ont battu les Dakarois de Dieuppeul 39-35. De ce fait, les deux équipes citées et les Thiessois de CFAC comptent le même nombre de points en attendant que la CQRP désigne l'équipe qualifiée pour rencontrer en demi-finale. Donc l'autre demi-finale
nationale opposera la Médina Basket Club à la Jeanne d'Arc de Dakar. Les équipes qualifiées en finale montent en première division. Chez les filles, les dés sont jetés. L'ASFA et Pikine Basket Club montent en première division. Voilà, c'est tout pour le sport. Merci à vous, coach. National ou international? Vous savez, hein, je suis le coach international de la maison de Walfadjri. No comment. Merci. Rendez-vous donc à 14h avec Ndeye Koumba Diop. Et nous passons au magazine. Aujourd'hui, il s'agit donc de l'économie. Présentation signée Ndeye Fatou Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie. Tout d'abord, sachez que selon les résultats du 4e recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, la population sénégalaise est estimée à 13 508 715 habitants. Dans cette population, on dénombre 49,9% d'hommes et 50,1% de femmes. Sachez également que la population sénégalaise est plus de la moitié affiche au compteur 18,7 ans. Autre information à retenir, le Fonds monétaire international réduit les prévisions de croissance économique du Sénégal. L'État projetait 4,6% pour 2014, mais l'institution financière table sur 4,5%. Faisons le point. Le Fonds monétaire international réduit les prévisions de croissance économique du Sénégal en lieu et place de 4,6% projetées cette année. La dernière mission du FMI au Sénégal table sur 4,5%. Cette baisse s'explique par l'installation tardive de l'hivernage et le ralentissement anticipé de l'activité dans le secteur du tourisme dû à l'épidémie à virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Depuis la seconde alternance en 2012, le Sénégal porte le bonnet d'âne dans l'UMOA en matière de croissance avec le taux de 2,4% réalisé l'année dernière selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, chiffre contesté par le ministre de l'économie et des finances. Ainsi, le pays est en queue de peloton dans la sous-région. Il est même dépassé par des pays qui sortent de crise comme la Côte d'Ivoire ou un pays en plein conflit comme le Mali. Le Forum civil réagit suite aux propos du président de la République Macky Sall qui a décrié les lenteurs notées dans le code des marchés publics. Brahim Seck recadre et rectifie. Il est au micro de Mami Khadignach et Ibungom. Depuis 2 ans, le président de la République décrit la lenteur constatée, selon lui, des procédures de marché public au niveau du Sénégal. Et depuis plus de 2 ans également, le Forum civil demande au gouvernement de lui montrer qu'est-ce qui pourrait constituer, mais qu'est-ce qui constitue de lenteur dans le code des marchés publics et qui pourrait éventuellement constituer un obstacle à l'exécution des projets du gouvernement. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir une réponse à cette question. Et je voudrais simplement constater qu'aujourd'hui, il suffit simplement de regarder l'un des projets phares du président de la République et qui constitue le Centre international de la francophonie. Je rappelle tout simplement, pour la construction de ce centre, au niveau depuis la phase architecturale jusqu'à la phase de construction, aucune règle de passation des marchés publics n'a été respectée. Encore une fois, depuis la phase architecturale jusqu'à la construction, aucune règle de passation des marchés publics n'a été respectée. Alors que c'est lui-même le président public qui s'est offusqué lors d'un lenteur constatée à l'exécution également de ce projet. Le rapport du ministère du Plan d'alors avait bel et bien montré que les lenteurs n'étaient pas dues au code des marchés publics, mais plutôt étaient dues à une question de management, c'est-à-dire à une question d'homme. Et c'est que le gouvernement jusqu'à présent n'arrive pas à accepter. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah.
Merci à vous, Nefatou Ndiaye. Rendez-vous est donc pris pour lundi prochain, Inch'Allah. Et nous passons donc à la revue de presse avec Gorgui Samba Ndiaye. Bonjour. Ça chauffe dans la ville de Kédougou après la mort d'un jeune homme, signale Walfadjri. Le drame, précise le journal, s'est produit dans le village de Sintchouroudje, situé à 8 km de la commune de Kédougou. Évadé de la maison d'arrêt et de correction, Mamadou Doudou Diallo était activement recherché. Trouvé dans son village, constate